Merci. Geschätzte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Tag und danke, dass Sie kommen. Wir haben wieder eine Medienorientierung heute und wir denken, es ist notwendig. Sie werden es sehen. Es ist mein Kollege Christoph Darbele, der präsentiert, was an Neuigkeiten ab nächster Woche kommt, was auch vorgesehen ist. Und dann ist mein Kollege Frederik Faber, er orientiert alles, was die politischen Rechte betrifft und meinerseits über die Gesundheit. Ich danke auch den Dienstchefs, die hier sind, von den 3 Departementen und dem Kantonsarzt, dass sie dann für Fragen zur Verfügung stehen. Wir werden jetzt diese 3 Sektoren Zeit für Fragen und es gibt auch 3 Pressekommuniqué zur heutigen Konferenz, weil es ist sehr viel Inhalt und es ist auch wichtig, dass wir das niedergeschrieben haben, dass es klar ist, um was es uns geht. Ich möchte zu Anfang sagen, wir haben Donc, nous discutons du Covid-19. Vous aussi, les mesures étaient très strictes. Les mesures prises par la Confédération étaient très strictes, ont fait l'objet de beaucoup de débats. Mais grâce à ces mesures, grâce aux efforts de toute la population qui a respecté les règles de distance sociale, hygiène, grâce aux entreprises, grâce à la souplesse aussi des systèmes de santé, nous n'avons pas eu une situation aussi grave que celle qu'on a pu voir en Italie ou dans le canton du Tessin. Depuis jeudi, le Conseil fédéral nous dit que pas à pas, nous allons alléger les mesures. Il y a 3 étapes prévues, lundi, 11 mai et 8 juin. Donc, c'est une procédure par étapes voulue par le Conseil fédéral. On nous a expliqué ce qui maintenant sera de nouveau possible et ce qui ne sera pas encore possible. Nous soulignons la chose suivante. Si on ouvre tout de suite, dans 3-4 semaines, nous nous retrouverons dans une situation bien pire à celle qui existait en février ou début mars. Je vais vous parler des chiffres depuis donc le début. Si cette ouverture ne se fait pas par étapes, encore une fois, on craint une rechute. Et nous voulons à tout prix éviter cette rechute. C'est pour cela qu'il faut procéder par étapes. Et nous souhaitons que la population comprenne cela. J'ai constaté le week-end dernier que beaucoup de personnes semblent penser que tout va bien, tout recommence. Eh bien non, ça recommence, mais dans l'ordre. Et la population est tenue de respecter les règles d'hygiène, de continuer de les respecter, sinon tout cela sera en vain. Je parle maintenant donc du domaine des soins, le département de la santé. La situation épidémiologique. Et là, sur ce schéma, on voit toujours combien de cas on a en Valais, combien de personnes sont décédées. Actuellement, on a 120 personnes qui sont décédées et on voit plus ou moins la moitié dans les domaines hospitaliers et l'autre extra-hospitalier. Et on voit aussi combien de personnes sont actuellement à l'hôpital. Ce sont 76. C'est presque la moitié. Ça fait un mois, ils ont le double, ils ont 140 personnes à l'hôpital. On voit ça a diminué. Et aussi, on a presque la moitié des personnes qui sont en soins intensifs. Dann sehen Sie die nächste Kurve und hier sieht man, wie das angestiegen ist von wenigen Fällen anfangs. Vous voyez la courbe. Fin février, on a commencé par quelques rares cas. Ensuite, mars,
Et le pic, c'était à peu près 27-30 mars. Et on constate maintenant une légère baisse. Mais je le souligne, tous les jours, nous avons de nouvelles infections. Et pas juste une nouvelle infection, 6 à 10 personnes par jour sont testées positives. Et c'est là que réside la difficulté. Il faut maîtriser la situation, sinon on se retrouvera à nouveau avec une augmentation exponentielle. Cela dit, actuellement, et je le dis sous toute réserve, actuellement la situation est plutôt bonne. Ensuite, le cumul des cas. Vous avez une explication concernant la population en général. Ensuite, les maisons de retraite. 187 personnes sont positives, donc dans des maisons de retraite ou EMS. Un quart de ces personnes est malheureusement décédé, mais on peut aussi constater que plus d'un quart de ces personnes se sont rétablies. Donc, même à 90-95 ans, des personnes peuvent se remettre de cette maladie. C'est ce qui est quand même réjouissant. La situation sur le plan de la santé a été bien maîtrisée. Il a fallu réorganiser beaucoup de choses. Les institutions, les établissements de santé seront prêts à réagir immédiatement s'il devait y avoir une deuxième vague. Sur le moment, il a fallu, comme dit, beaucoup organiser. Maintenant, nous restons vigilants. Les hôpitaux restent vigilants. Actuellement, nous sommes nettement mieux préparés que nous l'étions fin janvier, disons. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va changer à partir de la semaine prochaine, lundi donc. La hotline. L'OCVS avait établi cette hotline dès le début. Il y a eu des jours où nous recevions à peu près 5000 appels. Actuellement, nous avons encore 200 appels par jour, concernant des questions diverses et variées. Mais il s'agit principalement de questions adressées au personnel de santé. Si c'est une question qui concerne autre chose, on cherche l'information auprès du département concerné. Donc à partir du 27 avril, cette hotline sera accessible de 8 à 12 et de 13 à 17, 7 jours sur 7. Il y a aussi une deuxième hotline, à savoir une cellule pour les personnes qui ressentent des difficultés au niveau psychique. Cette hotline est maintenue. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est la question des tests. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral disait que l'on pratique un test lorsque la personne est symptomatique et aussi une personne à risque. Donc, il fallait 2 critères. Maintenant, cela a changé. On fera un test pour les personnes symptomatiques, donc qui pourraient être atteintes, donc des personnes avec des symptômes d'affection aiguë des voies respiratoires, toux, maux de gorge, avec ou sans fièvre, sensation de fièvre, ou alors comme pour une grippe, douleur musculaire. Et parfois, le virus atteint le système nerveux, donc cela entraîne une perte du goût et du sens de l'odorat pendant un certain temps. Donc les tests seront... le nombre de tests sera augmenté. Actuellement, il y a de nouveau assez de matériel à cet effet. Les dépistages seront faits dans les centres de dépistage. Nous sommes en discussion avec l'hôpital du Valais. Les centres de dépistage seront installés dans des tentes
devant l'hôpital ou peut-être dans un conteneur ou alors peut-être un drive-in. Pour le moment, c'est encore en discussion. Mais en tout cas, ces centres de dépistage seront installés. Actuellement, l'hôpital fait déjà des tests, bien sûr, mais actuellement, puisqu'il y aura un élargissement du dépistage, nous organisons cela encore une fois à Viège, probablement devant l'hôpital, ensuite Sion, Martigny et Monté. Qu'est-ce que cela signifie pour les patients, les patientes? En fait, rien. On peut utiliser le Corona Check pour faire une évaluation, voir est-ce que j'ai un risque d'être infecté ou pas. Sinon, on appelle le médecin qui oriente le patient, qui dit au patient, par exemple, de se rendre dans un centre de dépistage, ou alors le médecin peut éventuellement aussi pratiquer le test dans son cabinet médical. Les deux variantes existent. Dans son cabinet médical, pardon. Vous avez probablement aussi entendu qu'il y aura une autre nouveauté. Les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, chiropracteurs, etc. pourront rouvrir. Tout le personnel médical, les diététiciens, logopédistes, ostéopathes, etc. Là où il y avait des restrictions, donc ces restrictions seront levées à condition d'avoir un plan de protection. Chaque branche doit présenter un plan de protection. Et si la branche dit que ce plan de protection prévoit un masque, eh bien, il faudra porter le masque. Par exemple, ça pourrait être le cas chez les dentistes, les ergothérapeutes, ou alors masque à porter pour les hygiénistes dentaires. Donc, chaque branche pourra dire si le patient, la personne, le client doit se protéger avec un masque ou si le praticien doit se protéger avec un masque. Les hôpitaux doivent aussi revenir à la normale. À partir de lundi, toutes les interventions seront de nouveau possibles, y compris celles qui ne sont pas absolument nécessaires. Donc, l'hôpital doit quand même établir un plan de protection, même si, en fait, l'hôpital, par sa nature, a déjà une sorte de plan de protection ou en tout cas de plan de mesures pour les mesures d'hygiène. Les cliniques Valère et CIC Valais qui faisaient l'objet d'une réquisition, ces cliniques-là donc ne seront plus sous réquisition. La réquisition est levée. Bien sûr, si la situation devrait de nouveau se compliquer, on fait en sorte qu'il y ait assez de lits, qu'il y ait un service à l'hôpital qui soit libre pour accueillir les patients Covid, assez de personnel aussi, et aussi assez de produits pour les anesthésies. Pour les interventions, il faut bien sûr anesthésier les personnes, mais aussi pour intuber, il faut des médicaments anesthésiants, et donc il faut s'assurer que ces produits soient là en quantité suffisante. Ensuite, discussion entre FSP et CDS et les assureurs et H+, toutes les cliniques, l'hôpital. Donc, toutes ces institutions ne pratiquaient plus d'intervention élective, des simples. Donc, d'une part, il y avait l'unité avec les patients Covid, où il y avait beaucoup de personnel qui était engagé, où tout était très tendu. Et de l'autre côté, dans les hôpitaux, il y avait certains services qui étaient pratiquement vides. Cela veut dire des opérations n'ont pas été faites, et donc il y a un certain manque à gagner. La réquisition des organisations privées qui travaillent dans l'aide à domicile ou soins extra-hospitaliers, etc., cette réquisition est aussi levée pour ces organisations privées de soins et d'aide à domicile. Les CMS vont également réouvrir progressivement. Les lits de
pour court séjour, les UAT sont de nouveau disponibles ou possibles. Cela dit, sous réserve que la personne qui veut se rendre pour une brève période dans un EMS ou celle qui veut entrer à l'EMS, cette personne donc doit rester dans cet EMS en quarantaine pendant 10 jours avant de vraiment entrer à l'EMS. La population des personnes âgées est en fait, il s'agit là d'un groupe à risque. Cela continue d'être le cas, encore une fois, pour éviter un nouveau rebond. Nous avons aussi fermé le CVP, clinique valaisan de pneumologie. Cette clinique avait été réouverte. Ensuite, maintenant, elle sera fermée parce que les hôpitaux avaient assez de place pour les patients Covid-19. Donc, encore une fois, le CVP sera fermé, mais il pourrait être réouvert en cas de besoin. Et maintenant, la question du matériel qui revient régulièrement, c'est-à-dire les blouses, les masques, les visières, etc. Nous avons une centrale d'achat située auprès de l'Institut central des hôpitaux, ICH, donc centrale d'achat pour les professionnels de la santé. Notre service les soutient, cette centrale. Pour les personnes privées, elles ont prié de se procurer les masques en pharmacie ou dans le commerce de détail. La Confédération a été en mesure d'acheter un grand nombre de masques qui seront répartis et donc le grand public doit se procurer les masques dans les supermarchés ou en pharmacie, etc. Nous sommes dans une phase de transition, je l'ai déjà dit, le 27 avril, le 11 mai, le 8 juin, ce sont des jalons, mais ça ne veut pas dire que la situation redevient normale. C'est un assouplissement cas par cas et sous réserve qu'il y ait le moins de cas possible. C'est une stratégie d'endiguement. S'il y a peu de nouveaux cas, on pourra les retracer, donc on pourra faire un contact tracing des personnes avec qui le malade ou la personne affectée a été en contact pour ensuite isoler toutes ces personnes. La personne positive sera peut-être plus facile à identifier à partir de maintenant puisqu'on teste toutes les personnes qui ont des symptômes. Mais il est toujours possible que l'on soit infecté sans aucun symptôme. C'est pour cela que l'on procédera à ce tracing, c'est-à-dire les personnes de contact, les personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive au cours des 10 derniers jours sera retrouvée. Donc une personne positive rencontre à peu près 100 personnes au cours de 10 jours. Alors imaginez le travail, une personne est positive, il faut rechercher 80 à 100 personnes avec qui elle a été en contact pour donc isoler ces personnes. Tout ça, ça fonctionne seulement à condition que le nombre de cas soit très faible. Mais lorsque l'on se retrouve avec 60 cas par jour ou plus, le contact tracing n'est évidemment plus possible. Donc, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter les infections, pour pouvoir ensuite vraiment procéder à ce contact tracing. Ensuite, l'armée qui a apporté son soutien aux hôpitaux et aux EMS, la protection civile également. Donc, pas à pas, ces mesures-là seront diminuées. Donc, l'armée et la protection civile qui a fait beaucoup pendant la phase qui vient de se terminer, par exemple aussi distribuer des masques, de l'alcool, enfin des produits de désinfection, soutenir le dépistage, soutenir le dépistage dans les hôpitaux, etc. Tout ça, ça a été fait donc par l'armée et la protection civile. Ensuite, le contrôle des chantiers, des entreprises commerciales, artisanales, des artisans, etc. Combien de chantiers étaient contrôlés? Vous voyez ça
On a contrôlé plus de 150 entreprises commerciales, industrielles, artisanales sur place. Le service avec la SUVA a contrôlé 250 entreprises de construction sur les chantiers et vous voyez aussi la dimension du Haut-Valais, Valais central et Bas-Valais, c'est vraiment une répartition dans tous les cantons. Et ils ont conseillé plus que 1000 entreprises par le téléphone. Die Kontrollen sind sehr intensiv. Les contrôles sont très intenses. Donc il y a beaucoup de contrôles et on peut dire que la très grande majorité des entreprises souhaitent protéger les travailleurs, les travailleuses. La plupart des entreprises sont vraiment pleines de gratitude lorsque l'on les conseille par téléphone, lorsqu'on leur permet de faire en sorte que les employés puissent continuer à travailler. Donc les entreprises ont très souvent fait beaucoup pour éviter les infections. Il y a eu à ce jour seulement 5 décisions où on a dit qu'il faut arrêter une activité, mais tous les autres ont pu continuer en établissant des mesures de précaution. Le service juridique a conseillé des entreprises. Il y a aussi eu un appui juridique. Pour le moment, on a contrôlé les supermarchés, les grands magasins qui étaient ouverts, les EMS. Il s'agissait par exemple de protéger les caissières avec le plexiglas, protéger les clients, etc. Donc tous ces contrôles ont été faits. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase, un assouplissement. Le Conseil fédéral a dit clairement que chaque branche doit élaborer sa propre conception de branche. Les entreprises doivent la respecter. Le canton ne va pas valider les concepts de protection. C'est la branche qui s'en occupe. Et ensuite, on contrôle sur place ce qui a été fait et ce qui n'a pas été respecté. Und das ist eben diese Kontrolle, Aufhebung der Sperren. Ein letztes Slide. Wie viele Leute kontrollieren? Alors, combien de personnes y a-t-il pour contrôler? Nous avons une permanence juridique avec 2 personnes. Nous avons un soutien juridique, encore une fois 2 personnes, et nous avons les inspecteurs de l'emploi qui procèdent à des évaluations ou des premières évaluations téléphoniques. Ça, ce sont 3,5 postes. Donc, ces inspecteurs s'occupent en règle générale de toutes sortes d'activités, mais ces dernières semaines, ces inspecteurs s'occupaient uniquement des problématiques Covid. Ensuite, il y a les inspecteurs du travail qui font des contrôles dans les entreprises, donc dans l'industrie, et maintenant, il y a donc 7 personnes pour l'industrie, 4 personnes pour les chantiers. Ensuite, la hotline de la SUVA, 4 personnes. Et la SUVA contrôle les chantiers avec 4 personnes et les entreprises artisanales avec 2 personnes. Donc, les personnes à disposition s'occupent maintenant uniquement de ces contrôles. Le SECO a dit clairement que les contrôles doivent être faits par des personnes formées. On ne peut pas envoyer n'importe qui faire ce genre de contrôle. Il faut avoir un savoir-faire, des connaissances concernant la branche en question. La plupart des entreprises respectent les règles et lorsque ce n'est pas le cas, on donne 24 heures à l'entreprise pour corriger le tir. Ensuite, il y a un deuxième contrôle. Donc, c'est ainsi que nous procédons. Nous allons dans les entreprises, on exige des contrôles si c'est nécessaire et si donc les corrections sont apportées, eh bien, tout va bien.
was vor allem auch bei den Kontrollen. J'ai parlé des contrôles, j'ai parlé de mon département et maintenant je donne la parole à Christophe Darbellet qui va parler de l'école et de l'économie. Les représentants de la presse et chefs de service, monsieur le médecin cantonal, j'aimerais, pendant les minutes qui vont suivre, vous informer sur l'état de situation de l'économie valaisanne, sur les mesures qui ont été prises, comment elles sont mises en œuvre et avec quel impact. Et puis vous parler aussi de l'école, puisque c'est une question qui est fortement discutée depuis que le Conseil fédéral a annoncé son plan de déconfinement. Il va commencer la semaine prochaine avec certains pans de l'économie et de la société qui vont se remettre en activité. Il va se poursuivre avec la phase du mois de mai, le 11 mai, et puis ensuite l'étape du 8 juin. Nous sommes donc dans la première phase, maintenant nous allons entrer dans cette première phase d'assouplissement. C'est clair que nous ne pouvons pas relâcher la tension. Les mesures qui ont été prises, ça a été dit par ma collègue, ont été efficaces, ont permis d'endiguer la pandémie et il faudra trouver maintenant l'équilibre. Parce qu'il y a aussi la dimension économique. On a beaucoup parlé de santé et l'économie ne dirige pas tout, mais les conséquences économiques des mesures qui ont été mises en œuvre pour lutter contre le coronavirus sont très importantes. Et en particulier dans un canton comme le Valais, avec une dimension touristique qui est aussi importante peut-être dans les Grisons et dans l'Oberland bernois, mais qui n'est pas la même dans le reste du pays. Et là, on a une problématique très particulière. Donc il faut éviter que les efforts qui ont été consentis soient anéantis. Si on va trop lentement dans la réouverture, on va provoquer des dommages économiques encore plus importants. Et si on va trop vite, on va provoquer un redémarrage du Covid-19, ce qu'évidemment personne ne souhaite. Donc on va devoir rester flexible et dans la fin, comme l'a dit le conseiller fédéral Berset, c'est l'épidémie qui va dicter le rythme de la réouverture et les étapes qui vont avec. La situation économique est celle que je vais vous décrire tout de suite. Et il y a une deuxième phase aussi, c'est la phase du mois de mai qui prévoit la réouverture de l'ensemble de l'école obligatoire. Alors j'entends qu'il y a des pétitions qui circulent dans le pays, j'entends qu'il y a une inquiétude qui est compréhensible, mais je comprends aussi le Conseil fédéral parce qu'il y a une logique. Lorsqu'on parle de déconfinement, on ne pourra pas rester avec ses enfants pendant encore 1 année et demie à la maison. Parce que tant qu'on n'a pas de vaccin, on n'a pas de situation stable. Et par conséquent, le homeschooling a fonctionné, l'enseignement à domicile a très bien fonctionné, et là je rends hommage aux enseignants qui n'ont pas arrêté de travailler, qui ont travaillé souvent encore plus dur. Je rends hommage aux parents et je rends hommage aux enfants qui se sont pliés à cet exercice, mais à un moment donné, il va falloir recommencer. Et il y a une logique aussi médicale et sanitaire qui veut qu'on déconfine d'abord les populations qui sont les moins à risque. Et ce sont les enfants, puisque les moins de 10 ans représentent moins d'1% des cas de Covid-19 et les moins de 18 ans, moins de 2%. Ce sont les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, sachant que les enfants sont de faibles transmetteurs du virus et qu'ils développent, s'ils développent des symptômes souvent bénins de cette maladie. Donc on essaye maintenant de préparer le redémarrage de l'école en coordination étroite avec l'Office fédéral de la santé publique, avec le médecin cantonal, avec les collègues des autres cantons de toute la Suisse, mais en particulier de la Suisse romande, puisqu'il serait très favorable d'avoir une manière de mettre en œuvre le concept sanitaire de l'Office fédéral de la santé publique. Il existe comme projet, mais il sera officiel à partir du début de la semaine prochaine, et on dira comment les cantons vont mettre en œuvre ce concept sanitaire dans l'école. Et le but, c'est évidemment de permettre à l'école de fonctionner le plus normalement possible, avec une intention évidemment toute particulière pour les enfants, pour les enseignants et pour les personnes à risque, qui sont souvent les parents des enfants, qui vivent à domicile, pour que cela soit protégé dans toute la mesure du possible. Des cas à risque, il n'y a pas que des cas à risque. Je vois que les certificats médicaux fleurissent, mais ce n'est plus le temps du docteur de Calvert-Matten, qui était psychiatre à Sion, qui donnait des certificats à tous ceux qui passaient chez lui. Donc il faudra être là relativement sensible, nous serons souples, mais il faudra aussi qu'il y ait une vraie justification pour les cas de personnes qui sont à protéger. Dans le secteur économique, la situation est la suivante. Les mesures qui ont été mises en œuvre, il y en a différents types. On a la Confédération, on a essayé
tant que faire se peut, d'influencer la Confédération dans ces mesures depuis le début du mois de mars, avec nos parlementaires, avec les branches, avec la Task Force Économie. Et ça a fonctionné, on a été largement suivi par le Conseil fédéral. On a même mis en place une mesure pour les indépendants, alors que la Confédération, passez-moi l'expression, pétouillait. On a mis en place une mesure et qui a été reprise par la Confédération, on la complète, on a toujours dit que l'action de l'État du Valais était subsidiaire et complémentaire, on le fait et on a été aussi très flexible dans la matière. On met en œuvre les mesures de la Confédération, ça c'est la chose principale, le dispositif est soutenu essentiellement par la mesure du Kurzarbeit, le chômage partiel, et là je dois dire qu'il y a eu énormément de demandes. Il y a 8300 entreprises valaisannes qui ont fait une demande de chômage partiel. C'est énorme. Ça représente 65 000 Valaisannes et Valaisans qui sont aujourd'hui au chômage partiel. Ça veut dire que le 35% de la population, potentiellement, est arrêtée. C'est la population active. Il y a des branches qui sont complètement à l'arrêt. Le commerce, les restaurants, les hôtels, tout le secteur du tourisme, des remontées mécaniques qui a dû finir brutalement une saison qui avait pourtant bien commencé. Et puis, il y a d'autres secteurs qui continuent de tourner. Gott sei Dank! On n'a pas cédé aux sirènes qui voulaient tout arrêter, notamment dans la construction. Aujourd'hui, le secteur du gros œuvre et du génie civil est à 80% en moyenne. Le secteur du second œuvre, ce sont les ébénistes, ce sont les menuisiers, ce sont les appareilleurs, grosso modo 50% de taux d'activité. L'industrie valaisanne continue de fonctionner. C'est le cas pour l'industrie chimique, l'industrie biotechnologique, où on a des taux d'activité pratiquement de 90% et plus. Ce sont des secteurs qui profitent aussi de cette crise parce qu'il y a des besoins en médicaments, protection des plantes, dans le domaine alimentaire, dans tous les secteurs qui sont d'intérêt public, de toute première nécessité, il y a une grosse activité. C'est un petit peu plus compliqué, on est à 60-70% d'activité dans le secteur de la métallurgie et en particulier dans le secteur de l'industrie automobile, par exemple l'entreprise Novelis. Eh bien là, c'est beaucoup plus difficile puisque les principaux clients comme Jaguar ou Range Rover ont cessé, Land Rover ont cessé pratiquement leurs commandes et ces activités-là sont vraiment au ralenti pour de nombreuses semaines et là, on est dans une situation qui est beaucoup plus difficile. Mais le secteur qui souffre le plus, c'est vraiment le secteur du tourisme. Et là, c'était aussi la volonté d'intervenir auprès de la Confédération parce que lorsque le Conseil fédéral, qui a pris, je dirais, des bonnes mesures jusqu'à maintenant, qui a largement suivi et été à l'écoute de nos besoins, eh bien, n'a rien dit dans un premier temps pour le tourisme. Et ça nous a fâchés. Ensuite, le Conseil fédéral a dit dans un deuxième temps, on va venir maintenant avec le tourisme. Et ce dont nous avons besoin, parce que l'économie a horreur de l'incertitude, nous avons besoin de lignes claires pour savoir ce qu'on pourra faire cet été. Parce que la saison d'été ne se prépare pas le 20 juin. Le 20 juin, elle commence. Et elle se prépare maintenant. Et il nous faut maintenant une campagne qui puisse redémarrer au mois de mai pour dire aux Suisses, parce qu'on n'ira pas cette année à Rimini ou à Antalya dans des box en plexiglas. Les gens viendront dans les montagnes. La plupart des grands événements, des grands rassemblements ont été annulés, mais on peut très bien faire des vacances dans les montagnes, redécouvrir la Suisse, redécouvrir le Valais, redécouvrir les Alpes, et ce sera quelque chose de très attendu par les Suisses. Aujourd'hui, on a dans le tourisme valaisan à peu près 50% de nos clients qui sont nos hôtes, qui sont des fidèles et qui sont des Suisses. Et il y en a encore plein d'autres qui sont jamais venus ici, dans le Val d'Airain, dans le Val d'Anivier, dans la vallée de Conches ou dans le Val Ferret, ou dans les Portes du Soleil, pied des Dents du Midi. Donc on pourra leur offrir quelque chose, mais il faut savoir si on pourra rouvrir des remontées mécaniques. On ne peut pas avoir des remontées mécaniques sans restaurant d'altitude. Il faut que Verticalp ou les chemins de fer puissent fonctionner. Et pour moi, il n'y a pas de vache sacrée. À partir du moment où le Conseil fédéral aura dit les CFF et cartes postales peuvent rouvrir, j'estime que les remontées mécaniques doivent être traitées sur un pied d'égalité. Et ça n'est pas possible d'envisager de recevoir des touristes dans notre canton sans qu'il y ait un minimum d'activité commerciale, d'activité de loisirs, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Parce que sinon, ça vaut sans doute pas la peine. Et je pense qu'on doit maintenant sceller un pacte avec les acteurs du tourisme, les hôteliers, les hébergeurs, les remontées mécaniques, qu'ils soient ouverts en été, première chose, que nous soyons prêts avec une campagne Valais Valises Promotion et nous travaillons d'arrache-pied pour relancer la machine, que nous ayons quelques incitatifs
Financier, on a besoin aussi d'argent de la Confédération, de conditions cadres claires, mais aussi de fric. On a besoin d'argent parce que ce secteur touristique, aujourd'hui, dans les demandes de RHT, est le principal impacté. 80% des demandes viennent du secteur touristique au sens large. Dans la construction, c'est seulement 10% des demandes de la RHT. Donc il faut bien voir l'impact pour ce secteur et il faut qu'il puisse redémarrer. C'est le dernier moment pour donner des signaux clairs et de l'argent parce que plus on attendra, plus les divers maillons de la chaîne seront tellement grippés qu'on ne pourra pas s'en relever. Et ça, c'est la problématique et c'est le message qu'on adresse aujourd'hui au Conseil fédéral pour pouvoir, dans des conditions qui sont convenables au niveau sanitaire, redémarrer l'activité touristique. Et il faut aussi que ceux qui réservent des séjours en Valais, qui ne sont pas sûrs parce qu'ils se demandent de quoi demain sera fait, eh bien que les conditions d'annulation soient gratuites, qu'on puisse réserver son hôtel et l'annuler la veille au soir, qu'on puisse réserver un appartement de vacances et l'annuler 3 jours avant. C'est indispensable si on veut relancer la machine. C'est la promesse qu'on doit faire aux Suisses qui viendront redécouvrir les Alpes avec des lieux les plus vivants possibles. Et j'espère qu'on puisse avoir aussi quelque chose à leur offrir, pas seulement des zoos et des musées, c'est très bien, mais on ne peut pas vivre que dans les zoos et dans les musées. Il faut aussi d'autres attractions touristiques, vous en conviendrez, notamment des piscines et d'autres choses en été. Je n'irai pas plus dans le détail. Si l'économie redémarre, il y a toute une autre activité qui doit redémarrer. Si les parents retravaillent à partir de lundi parce qu'ils sont physiothérapeutes, coiffeurs, esthéticiennes ou encore dentistes ou hygiénistes dentaires, alors il faut que leurs enfants puissent être accueillis dans des structures d'accueil, dans des crèches, chez des mamans de jour. Et tout ça va être remis en place progressivement avec une première étape à partir de lundi prochain. On a été très restrictif jusqu'ici parce qu'on a réservé les places en priorité, pas seulement à eux, mais d'abord au personnel des hôpitaux. Ensuite, on a réservé ça au personnel de sécurité, à la police notamment. Et puis maintenant, on va rouvrir progressivement. Ceux qui devront travailler à partir de lundi pourront aussi être accueillis, les enfants pourront être accueillis dans les structures d'accueil. C'est important et on aura une deuxième phase où on devra être pratiquement en pleine activité avec toutes les structures le 11 mai, lorsque l'école obligatoire va reprendre et que de larges secteurs de l'économie seront remis en activité. Pour la scolarité obligatoire, donc, on est en train de préparer le plan. La semaine prochaine, on connaîtra les directives précises de l'Office fédéral de la santé publique. On va vous dire comment l'école va reprendre, avec une attention de nouveau toute particulière pour la santé des enfants, mais surtout pour les personnes vulnérables, les personnes à risque, certains enfants, des adultes, et avec une attention aussi pour les parents des enfants qui seraient des personnes à risque. Le Tessin aura peut-être une ligne à part, mais j'espère au moins qu'on puisse trouver un consensus et notre bonne voie entre le canton roman et le canton de Berne pour le plan de réouverture de l'école obligatoire. Nous avons aussi précisé, dans une décision du Conseil d'État qui a été encore prise hier, toutes les conditions de promotion à l'école. Dans quelle mesure on passe du cycle 1, ça veut dire de la 4H à la 5H? Comment on passe de la fin de ce qu'on appelait l'école primaire au cycle, donc au 3e cycle, 8H, cycle d'orientation? Toutes ces conditions de promotion sont précisées et sont également précisées les conditions de promotion lorsqu'on est en 10e année du CO ou en 11e année de CO pour aller ensuite vers les écoles de commerce et de culture générale ou vers les collèges. On a été un peu plus soft que d'habitude parce qu'on donne une chance à ces élèves, à ces étudiants. C'est à eux que profite cette situation. C'est une situation particulière qui exige des mesures exceptionnelles. Je vous fais part aussi de la position du canton du Valais en ce qui concerne la maturité. Les examens de maturité, si on commence seulement le 8 juin, et c'est la volonté du Conseil fédéral avec le poste obligatoire, les centres professionnels et les collèges, c'est pratiquement impossible d'imaginer dans le contexte normal des examens écrits et des examens oraux dans un canton comme le canton du Valais. Donc ma volonté, c'est cette année de faire une exception qui devra être évidemment avalisée par la Confédération, et il y a un consensus large au sein des directeurs de l'instruction publique de toute la Suisse qui est le principe de renoncer à faire des examens et laisser l'autonomie aux cantons qui le souhaitent d'organiser des épreuves s'ils le souhaitent. En ce qui nous concerne, nous nous baserons sur les notes de l'année, c'est notre volonté, j'espère que le Conseil fédéral suivra cette volonté,
Et puis, on imagine des examens de repêchage écrits pour les cas raclette. Des cas qui sont juste en dessous du 4, parce qu'on prendra les notes de l'année, c'est celles qui figureraient dans le certificat, et on aurait un examen de repêchage pour les cas raclette. Et ça, c'est la volonté, on verra ces jours prochains la décision du Conseil fédéral. Il n'y aura pas de remise de diplôme. Maturafeier findet das Jahr nicht statt. Il n'y aura pas de fête de remise de diplôme cette année, pas de fête de maturité. Il ne serait pas responsable d'organiser ces fêtes dans ce contexte. Cependant, nous estimons que cette situation exceptionnelle exige des règles particulières pour les examens de maturité. C'est notre proposition et les directeurs de l'éducation s'y rallient largement et nous aimerions que le Conseil fédéral s'associe à nous. Le canton de Valais se cantonnerait à un examen écrit pour les cas un peu limites où les moyennes annuelles sont en dessous de la moyenne. C'est notre solution. Nous attendons l'aval du Conseil fédéral et nous espérons qu'il appuiera cette mesure. Ce sont les notes de l'année pour la partie théorique qui vont compter, et puis pour la partie pratique, les branches sont censées organiser les examens pratiques, soit dans les écoles professionnelles ou alors en entreprise, sur le site des entreprises dans le domaine de la formation. Les conditions de promotion ont été clarifiées, les conditions aussi d'examen, ça va se dérouler sans trop perturber les vacances d'été, ça c'est la volonté. On est dans un contexte différent, mais la durée des examens ne va pas déborder la période habituelle. Donc voilà les conditions de promotion, la volonté de reprise en lien avec les associations professionnelles, les directions d'école, avec les enseignants. J'ai eu une réunion de 2 heures lundi où j'ai convoqué tous les acteurs de l'école, avec les associations d'enseignants, les directeurs d'école. Et ce que je peux vous dire avec la direction de l'enseignement, c'est qu'il y a une collaboration excellente avec le terrain, avec les syndicats d'enseignants, et que tout le monde veut recommencer, est motivé, à l'envie, avec des conditions qui sont encore à discuter, avec un certain nombre de points d'interrogation et d'incertitude que nous clarifierons d'ici le 11 mai. Mais c'est une bonne nouvelle que l'école puisse reprendre et que des pans de l'économie, progressivement, dans le respect des normes sanitaires, puissent reprendre leurs activités avec une forte attente en ce qui nous concerne sur le secteur touristique, qui est un secteur très important pour le canton du Valais. Oui, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, bonjour. Me concernant, on parlait d'un petit point positif puisque effectivement nous parlons aujourd'hui de la reprise des classes et à notre grande surprise pour différents acteurs, eh bien aucun mot n'avait été donné sur le sport lors de la dernière conférence de presse du Conseil fédéral, l'avant-dernière plutôt, raison pour laquelle nous sommes intervenus pour demander une différenciation dans les sports puisque pour nous il n'est pas possible de traiter le judo, le tennis, le tir de précision et le rugby de la même manière. Chose qui a été entendue, on le salue et on remercie effectivement le Conseil fédéral. Semblerait-il, les demandes afin que l'on puisse reprendre des activités sportives vont être traitées rapidement et différenciées selon les sports. Le but est assez simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si nous avons un certain nombre d'enfants qui peuvent être et qui seront dans une classe, ce même nombre d'enfants, avec les mêmes règles de sécurité et d'hygiène, pourraient faire des activités adaptées. Ce qui permettrait 2 choses. 1, ça a été dit tout à l'heure, je transmettrai les hommages du chef de département de la formation à mes enfants, mais ça a été dit, les enfants, entre autres, les enseignants et toute personne ont besoin à un moment donné de se changer les idées et de pouvoir un petit peu laisser la soupape de sécurité. Et là-dessus, c'est un élément important, c'est que ces gens-là doivent pouvoir faire des activités qui ne présentent pas des risques et qui respecteront les directives de l'Office fédéral de la santé publique. Vous prenez comme exemple le tennis, je crois que c'est le meilleur sport au pays de Federer, où personne ne comprend comment on peut interdire à 2 personnes de jouer au tennis, alors que la règle, c'est maximum 5 personnes à 2 mètres dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, si je prends d'autres activités, ça nous permettra de lisser les personnes qui vont et qui doivent se balader.
Et on a eu, pendant la semaine de Pâques, des fermetures de lieux parce qu'il y avait des rassemblements, entre autres dans des parkings. Je prends l'exemple du golf qui se joue sur des hectares. Eh bien, toutes ces personnes, s'ils sont sur des hectares en respectant les directives de nouveau, eh bien, ils ne sont pas sur les bis ou ailleurs avec d'autres personnes. Donc, ça nous permet aussi, en termes de stratégie sécuritaire, de lisser toutes ces personnes à différents endroits. On a vu, par exemple, qu'aujourd'hui, les places de jeu dans beaucoup de communes sont encore fermées, et c'est de la compétence des communes. C'est certainement une bonne chose pour éviter qu'une dizaine d'enfants s'entrecroisent sur les toboggans et ces aires de jeu. Par contre, si 2 enfants peuvent jouer et s'entraîner au ping-pong, eh bien, en termes sanitaires, ce n'est pas la même chose que d'être les uns sur les autres sur une place de jeu. Donc on voit qu'il y a des réflexions qui se font au niveau fédéral entre les associations sportives et l'Office fédéral de la santé publique pour les critères que devront respecter les sports qui pourront reprendre. Ce ne sera évidemment pas le cas de tous les sports, mais ce n'était pas ce qui était demandé. Ensuite, je passe à un élément important au niveau des institutions, c'est-à-dire notre démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est permettre à un maximum de gens de s'exprimer dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avoir les bonnes informations, pouvoir y accéder. Et même à l'heure où je vous parle, il n'y a pas que les réseaux sociaux et Internet pour pouvoir se renseigner. Raison pour laquelle nous avons précisé avec le Conseil fédéral ce qui avait été indiqué déjà aux communes au mois de mars dernier, c'est-à-dire que les assemblées primaires tombent sous le coup de l'interdiction de rassemblement de l'article 6 de l'ordonnance de Covid-19. Cet élément est simple, nous ne pouvons pas savoir combien de personnes peuvent se rendre à une assemblée primaire. Si je prends l'exemple de Viège, c'est en moyenne 150 personnes jusqu'à 400 personnes qui peuvent se rendre à l'assemblée primaire. Raison pour laquelle le Conseil d'État a décidé que, autant au niveau des communes que des bourgeoisies, eh bien, il n'y aurait pas d'assemblée primaire jusqu'à ce que nous ayons de nouvelles informations de la part du Conseil fédéral. À ce moment-là, le Conseil d'État donnera un délai raisonnable, c'est-à-dire que les communes auront entre 2 et 3 mois, selon la période, pour fixer la date des assemblées primaires. Donc, en mois de juin, il n'y aura pas d'assemblée primaire dans le canton du Valais, que ce soit dit et bien compris. On l'a rappelé aujourd'hui, ce qui avait déjà été le cas au mois de mars dernier. En cas d'urgence avérée, l'article 19 de la loi sur les communes prévoit que c'est le conseil communal qui peut décider lorsqu'il y aurait une urgence qui nécessite la convocation de l'assemblée primaire qui, pour l'instant, ne peut pas avoir lieu. Ensuite, le Conseil général. Le Conseil général est un petit peu différent d'une assemblée primaire puisque là, ce sont un nombre connu de personnes qui peuvent se rendre dans un endroit. Donc, on peut gérer des distances. Le Conseil fédéral avait précisé le 18 mars à l'attention des cantons que les conseils généraux tombent également sur l'interdiction de rassemblement, mais qu'il peut y avoir des exceptions si l'urgence est démontrée, si les règles sanitaires sont respectées et si l'autorité politique donne son aval. Ici, ce serait le Conseil d'État. Donc il n'y a pas de conseil général qui peut siéger, je dirais, normalement. Les conseils généraux pourraient siéger s'il y a un dossier urgent. L'approbation des comptes, à elle seule, n'est pas un dossier urgent qui nécessite de rapidement convoquer le Conseil général. Par contre, si un dossier urgent doit être traité, la demande doit être faite au Conseil d'État qui statuera au regard des dispositions sanitaires prévues, comme par exemple le Grand Conseil ou le Conseil national aux États l'ont prévu à ce jour. Concernant les élections communales, le Conseil d'État a décidé hier de transmettre au département en charge de la sécurité des institutions et du sport le mandat de poursuivre les démarches par le service des affaires intérieures et communales dont son chef de service, M. Chevrier, est ici à disposition tout à l'heure pour des questions techniques. Eh bien, nous continuons les démarches usuelles en vue des élections communales et bourgeoisiales de 2020. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tracer
ces événements de vos agendas. Dès la semaine prochaine, les communes recevront les indications techniques, le planning prévu aujourd'hui par le canton pour la bonne tenue des élections communales 2020. Pour ce faire, certaines communes doivent faire non pas des élections mais des votations. C'est le cas de certaines communes pour le nombre de conseillers communaux, c'est le cas de certaines communes plutôt dans le Haut-Valais qui veulent changer le mode d'élection proportionnel majoritaire. Vous avez des communes qui veulent introduire un conseil général. Elles ont besoin de voter. Le Conseil d'État a décidé que les votations pourront avoir lieu dès le 1er juin, uniquement avec un vote par correspondance, ce qui veut dire dépôt à l'office de poste ou au bureau de l'administration, selon les règles usuelles, mais en aucun cas à l'urne, normalement le samedi, dimanche, pour éviter justement un nombre inconnu de personnes qui viendraient s'agglutiner pour voter le samedi et le dimanche. À partir de là, les règles strictes de l'OFSP devront être respectées. Charge au Conseil communal et au bureau électoral de veiller à la bonne marche des élections et du dépouillement, des votations, et du dépouillement. Et le Conseil d'État informera les communes du moment où nous lèverons l'obligation de faire des votations par correspondance. Ça, on le verra dès que faire se peut. Voilà en ce qui concerne les institutions. Il y avait beaucoup de questions. Il nous paraissait important de clarifier ou de rappeler la situation qui prévaut aujourd'hui et de libérer de certains questionnements et poids les conseils communaux, les organes de parti, etc. pour tout ce qui a trait aux votations et aux élections communales de cette année. Évidemment, je ne peux passer sous silence la sécurité. Nous avons ici, ça a été dit tout à l'heure, un tournant qui se passe au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la protection civile ou de l'engagement de l'armée. Vous avez plus de 7000 jours des PCistes qui ont été mis sur le terrain pour soutenir le système de santé afin de pouvoir répondre aux attentes, plus d'une centaine de militaires. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par ma collègue, un désengagement de la protection civile et de l'armée, ce qui ne veut pas dire un retrait total. Et ça, c'est un élément important. Nous allons maintenant discuter avec les HOME, principalement, où beaucoup de forces de la PC ont été mis en place par l'OCC et le service de la sécurité civile et militaire, dont le chef de service, M. Nicolas Morin, est là aussi à disposition tout à l'heure en cas de questions techniques. Nous allons gentiment, selon les situations de chaque HOME, nous désengager gentiment ou moins gentiment, ça va dépendre de chaque situation spécifique et en cas de besoin du système sanitaire, nous pourrons redonner des forces s'il y a besoin. Nous espérons tous qu'il y aura de moins en moins besoin et pas qu'il y ait de nouveau un relent de ce satané virus. Les discussions sont également avec l'armée qui va passer d'une centaine à environ une quinzaine de militaires sur le terrain, tout ça à partir de début mai normalement. Un petit élément important, vous voyez ici les PMA, c'est-à-dire les postes médicaux avancés, c'est ces tentes que je vous avais parlé la dernière fois où on a pu décharger le système sanitaire avec 80% des gens qui ont pu rentrer chez eux avec un diagnostic. La demande a été faite à l'armée de pouvoir laisser ce matériel afin de pouvoir le réactiver pleinement s'il y a besoin, le but étant pas de plier bagages et rentrer, et si tout d'un coup on devrait revenir, mais de laisser les choses et d'y aller lentement, mais sûrement. Je n'aimerais pas parapher un conseiller fédéral. Police cantonale, on l'a dit la dernière fois, a été très stricte en termes d'amende et de dénonciation. Je crois que le message a bien passé. J'ai un grand merci à passer à l'ensemble des professionnels, que ce soit sanitaires ou de sécurité. J'y incorpore les pompiers, les sanitaires, les samaritains, tout le monde, mais également la population valaisanne qui a su s'autodiscipliner. Et je crois que pour faire le parallèle avec le sport de tout à l'heure, c'est important lorsqu'on arrive à s'autodiscipliner, qu'on ait aussi des moyens de se changer les esprits. On va adapter maintenant le processus sécuritaire aux nouvelles règles du Conseil fédéral. On voit, on va avoir de nouveau des enfants qui vont retourner à l'école, certaines choses, donc on va devoir adapter notre stratégie.
Et j'ai envie de dire une chose, nous aurons certainement dans les jours à venir, et nous l'espérons de plus en plus, un retour à notre liberté individuelle. Et ça veut dire pour moi, et c'est le message aujourd'hui, plus de responsabilité pour chaque citoyenne et citoyen. De plus en plus de responsabilité à continuer d'appliquer les règles, les 2 mètres sont toujours valables, les interdictions de rassemblement de plus de 5 personnes sont toujours valables, y compris au niveau privé. Nous ne pouvons pas organiser un anniversaire avec 50 personnes à la maison, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Et je crois que c'est important si on veut continuer à retrouver notre liberté individuelle et ne pas devoir revenir en arrière à un moment donné si la pandémie repart. Donc je crois que le slogan aujourd'hui, le motto qui est sorti pour cette nouvelle campagne, maintenant il faut tenir bon, eh bien je crois qu'il est vraiment important. Et merci à vous, Madame, Messieurs les professionnels des médias de la communication, de passer ces informations dans la population. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure des questions. Vous pouvez poser des questions à nous 3, mais aussi à des chefs de service qui sont vraiment beaucoup aussi dans toutes ces discussions, ce processus, ce travail. C'est déjà pour la sécurité Nicolas Morin et Maurice Chevier pour les institutions, Nicolas Bolli pour les contrôles sur les chantiers et les centres commerciaux, Monsieur Victor Fournier pour la santé publique, service de la santé publique, et Christian Ambort, le médecin cantonal. À qui je peux donner la parole? Madame. Oui. Au niveau des crèches, on a vu certains cantons, comme le canton de Berne, je crois, qui apportent un soutien financier aux crèches. Est-ce que c'est prévu aussi en Valais? Alors chaque canton a son dispositif d'aide dans les différents domaines et je crois qu'on a pu démontrer que le canton du Valais était, en proportion de sa taille, beaucoup plus généreux que les autres. Et par contre, il n'y a pas de mesure spécifique pour le soutien aux crèches. Les crèches sont essentiellement des crèches communales. On a quelques exceptions dans le canton avec des crèches privées qui ont bénéficié d'autres types de soutien, notamment de la RHT, mais il n'y a pas de soutien spécifique pour l'heure aux structures de crèches qui sont des structures essentiellement communales, qui sont financées par les parents, par les communes et par le canton. Le canton verse à peu près aux structures de crèches et au réseau de parents d'accueil un montant de près de 20 millions par année, qui augmente pratiquement chaque année de 1 million. Donc c'est un soutien qui est substantiel. Ce soutien-là va continuer à être octroyé. Les communes, j'imagine, respectant l'autonomie communale, je vais être très prudent, mais les communes, en principe, vont continuer aussi leur soutien à leur propre structure parce que personne n'a intérêt à voir mourir les crèches. On en aura besoin rapidement avec leur démarrage. Et puis les parents, évidemment, que souvent ces montants sont mensualisés, on paye pour l'ensemble de l'année, c'est facturé par mois. On pourra difficilement demander aux parents qui n'ont pas pu profiter de ces prestations pendant les mois de fermeture de payer. Mais j'espère qu'on trouve là des solutions. Et l'attention particulière, je pense, c'est vraiment les crèches privées qui ont un autre mode de financement. Et là, peut-être qu'on devra avoir des discussions, mais elles ont eu droit à la RHT, ça c'était le plus important. Madame Salama. Qu'on a dans le dossier montre, si je vois bien, une légère hausse du nombre d'hospitalisations dues au Covid. Est-ce que c'est une légère hausse, enfin une hausse significative, inquiétante ou pas? Non, si on suit le cours, on a une diminution aussi à ce qui concerne les personnes qui sont actuellement hospitalisées. Mais il y a encore entre 60 et 70 personnes qui sont à l'hôpital. Et on aimerait dire que l'hôpital maintenant va toujours avoir une réserve des lits, un étage pour les personnes si ça augmente de nouveau, et aussi de réserver des lits pour les soins intensifs. C'est en train le service et le médecin cantonal sont en train de discuter avec les hôpitaux qu'on a une réserve. Si on va aujourd'hui, on va dans la normalité. Pour moi, c'est une normalité adaptée. On va toujours être très attentif les prochaines semaines, qu'est-ce qui va venir, et peut-être jusqu'à l'automne ou plus long. Alors, on va dire à l'hôpital d'avoir une certaine réserve si la hausse va commencer. Vous voulez dire?
C'est bon. Oui, c'est vrai qu'actuellement, on est vraiment sur un plateau, sur l'activité hospitalière. C'est vrai que de manière ponctuelle, on peut avoir un jour ou l'autre, un ou deux cas en plus ou un ou deux cas en moins. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, mais on est dans une situation, je dirais, de stabilité. On verra comment ça évolue durant ces prochains jours et ces prochaines semaines. Mais on se rend compte qu'en Valais, ça évolue de cette manière-là et c'est, je dirais, un petit peu de la même manière également dans les autres cantons latins où on a eu un pic, on a eu une baisse, puis maintenant on est dans une phase de stabilité. On verra par rapport au comportement de la population et puis par rapport à l'évolution de l'épidémie, si on repart dans une dynamique de hausse des hospitalisations ou si la baisse va continuer, je dirais, de manière relativement soft, va diminuer ce nombre d'hospitalisations. C'est vrai que l'effet sur les hospitalisations, il y a toujours un décalage de quelques semaines entre les mesures qui sont décidées et puis les gens qui sont finalement pris en charge à l'hôpital, soit dans les services de soins, soit dans les services de soins intensifs. Une question pour M. Darbellet sur les écoles. Niveau des notes, vous allez faire comment? Vous conservez 2 semestres, un seul semestre pour prendre les notes sur l'année? Et puis l'autre question, c'est vous dites, on va regarder pour ceux qui sont raclette, vous allez jusqu'où? 3,9, 3,8, 3,7? Alors la décision, elle prend 3 pages. Donc je ne peux pas rentrer ici dans le moindre détail. On prend pour certains degrés le premier semestre, d'autres parce que le deuxième semestre n'est pas du tout consolidé. Parfois, lorsque l'élève est en échec au premier semestre, eh bien, on va tenir compte des premières notes qui ont été faites dans le deuxième semestre pour voir s'il s'agit d'un cas de repêchage. Il y a une procédure qui est mise en place avec le conseil de classe, avec aussi les parents, une discussion avec les parents. Donc, je pourrais aller vraiment dans le moins de détail si la décision vous intéresse. Moi, je vous en fais part très volontiers. Comme ça, vous aurez chaque détail. Grosso modo, on est assez soft pour les cas limites et on va parfois jusqu'à 3,7, 3,8 pour admettre, suivant aussi la discussion qu'il y a dans le conseil de classe et avec les parents, pour faire passer un élève ou bien pas. Donc, vous verrez qu'on a été vraiment, on a fait profiter de ce doute à l'élève et pas l'inverse. On ne veut pas péjorer les chances de chacun et on sait qu'il y a en gros cette rupture du 13 mars a créé une sorte d'inégalité des chances parce que tous les élèves ne sont pas égaux devant le homeschooling. Et il a fallu là faire preuve d'un tout petit peu de compréhension et je pense qu'on a trouvé maintenant le bon milieu. On en a informé aussi les associations d'enseignants et les directions d'école et je pense que cette solution est assez équilibrée. Avec microphone, s'il vous plaît. Avec microphone. Question est posée hors micro. J'ai pu entendre votre question depuis la salle. La question porte sur le tourisme. Donc, on pense que le 8 juin, cela pourrait arriver. Maintenant, nous avons besoin de préparer le terrain. C'est nécessaire. Nous avons besoin de ce cadre. Sinon, nous allons à l'encontre d'un vrai désastre. La situation est déjà difficile. Et il faut vraiment clarifier les conditions aujourd'hui. Nous devons savoir quelles conditions s'appliqueront en juin. Mais le Conseil fédéral, lors de la dernière conférence de presse, nous a donné certains signes. Il disait qu'il réfléchissait à l'évolution possible dans le tourisme et c'est important de relancer toutes les filières. S'il manque un maillon dans la chaîne, les restaurants par exemple et les remontées mécaniques, eh bien on ne pourra pas ouvrir. Les lits seuls ne suffisent pas. Cela ne sert à rien. Dans toutes les destinations, il faut plus. Alors les grandes manifestations, les grands événements, on peut oublier. C'est connu, c'est clair pour cet été. Les plus importants ont déjà été annulés d'ailleurs. Mais le reste, les randonnées, certaines attractions, les remontées, les parcs, les attractions à émotion, le parc de montagne, etc. Pourquoi pas
Ouvrir les CFF, mais pas les remontées mécaniques, pour moi, ce serait inacceptable. Il faut être traité sur un pied d'égalité. Alors bien sûr, nous pourrons peut-être placer moins de passagers dans les cabines des remontées, c'est possible, mais je pense que la branche est tout à fait capable de trouver une solution. Et il faut aussi qu'ils présentent leur plan de santé. C'est une responsabilité pour tout le monde, pas que pour les médecins, pour les dentistes. Tout le monde doit présenter ses plans de protection. L'OFSP va les adapter, les corriger, les avaliser et ensuite, au niveau des cantons, nous pourrons donc passer à la mise en œuvre avec les responsables des services. Mais je pense que c'est faisable. Il n'est pas admissible de mettre à l'écart le tourisme parce que nos concitoyens souhaiteront partir en vacances, mais probablement ils ne pourront pas prendre l'avion pour Antalya. Ils vont rester en Suisse, visiter les Alpes, les lacs, et ce seront de magnifiques vacances. Je suis convaincue. Ceci dit, il faut que nous nous y préparions. Sinon, les acteurs ne seront pas capables d'ouvrir s'ils ignorent tout. Nous avons besoin de conditions cadres claires et nous avons besoin de finances, d'argent. Tout cela coûte beaucoup d'argent. Le tourisme a été lourdement frappé et nous avons besoin de soutien ciblé de la Confédération spécifique pour cette branche. Toutes les autres mesures, le chômage partiel, les aides aux indépendants, ce sont des mesures qui englobent toutes les branches. Le tourisme, cependant, a besoin de mesures ciblées. Sinon, rien ne va plus. Une autre question, pour ce qui est des examens, les modes de promotion. Vous avez dit que les directeurs de l'éducation ont trouvé un consensus. Quelle est l'ampleur, la portée de ce consensus? En effet, il y a en quelque sorte deux philosophies. Il y a une notion qui consiste à redémarrer les écoles obligatoires le 11 mai. Ça, c'est une problématique, si vous voulez, et la CDS, les directeurs de l'éducation, avec l'OFSP, en parle et la décision définitive tombera probablement lundi prochain. Nous allons communiquer ensemble. Alors, pour ce qui est des conditions de promotion, il faut savoir qu'il s'agit d'une loi cantonale. C'est nous qui en sommes responsables. Au fond, il faudrait attendre la décision du Grand Conseil, mais je ne peux pas me permettre d'attendre la fin juin pour dire à un élève s'il est promu pour passer l'année suivante ou à l'OS, ni échelon 1 ou 2. Il incombe au Conseil d'État de prendre cette responsabilité-là. Nous ne sommes pas coordonnés parmi les cantons, mais où il faut une coordination pour ce qui est des examens, c'est la maturité, puisqu'il s'agit de la compétence de la Confédération, vu que notre maturité valaisanne est reconnue par la Confédération. Et là, il y a encore des incertitudes. Je dirais que plus de 80% des cantons estiment que cette année, il faut renoncer aux examens. Il faut certes laisser la possibilité aux cantons, s'ils le souhaitent, d'organiser un examen, mais la situation de départ est différente si vous êtes dans un petit canton avec quelques dizaines de maturités à organiser, ou alors si vous avez une situation Covid-19 plus anodine. Je dirais que dans le canton de Vaud et dans le canton de Tessin, les situations sont différentes. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas aveuglement insister sur la manière de faire, sur les habitudes depuis toujours. Non, la situation de départ est spécifique, différente. Il faut en tenir compte. Nous étions parmi les premières à dire que cette année, il n'y aura pas d'examen de fin d'année à l'école obligatoire en Valais. Et nous avons aussi fait passer ce message au niveau national qu'il n'y aura pas d'examen de maturité cette année avec des exceptions pour les cas limites légèrement en dessous de la moyenne. Ces élèves ont droit aux examens pour un repêchage, sinon nous nous basons sur les moyennes annuelles. Il y a d'autres questions ou non? Keine mehr? Gut. Sur les questions de promotion, si vous voulez le document de détail, je vous le donne volontiers.
Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je vous remercie aussi qu'est-ce que vous écrivez ou dites ou à la radio, à la télévision, aux médias. Et moi, j'aimerais dire, OK, on va dans une normalité, mais ce ne sera pas la même normalité qu'on a eue avant le Covid. C'est vraiment une normalité adaptée et c'est vraiment essentiel que chaque personne suive les mesures d'hygiène et les mesures de social distancing ou physique distancing. Et c'est vraiment un spagat entre l'économie et, si on veut, entre la santé. Mais ça dépend de chaque personne. Je voudrais vous remercier aussi à vous et je vous souhaite une bonne journée. Merci.